Bonjour et bienvenue dans ce podcast dédié aux concepts philosophiques de la philosophie réaliste d'Aristote et de Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, nous allons explorer un outil fondamental pour comprendre la réalité qui nous entoure, la notion de quatre causes. Vous pourriez vous demander pourquoi s'attarder sur des concepts philosophiques anciens. Eh bien, comprendre les principes constitutifs des choses est essentiel pour ne pas se tromper dans notre appréhension du réel. En philosophie classique, on considère que la science est une connaissance certaine par les causes. Pour vraiment connaître quelque chose, pour savoir ce qu'elle est et pourquoi elle est, il faut en identifier les causes, c'est-à-dire ce qui contribue à sa constitution et en est par conséquent une explication. Ces principes développés notamment par Aristote et Thomas d'Aquin, Aristote dans le livre de la physique mais également dans son livre de la métaphysique, et Thomas d'Aquin dans les principes de la réalité naturelle. Ces principes s'appliquent à toute réalité naturelle, de la plus simple à la plus complexe. Ils nous aident à répondre à des questions fondamentales sur ce qui existe. Il y a 4 types de causes qui correspondent à 4 questions irréductibles que l'on peut se poser à propos de toute chose et applicables à tous les êtres par analogie. Voyons d'abord les causes intrinsèques. Les causes intrinsèques sont les causes qui sont à l'intérieur même de la chose, qui la composent de l'intérieur. La première, c'est la cause matérielle. Elle répond à la question « De quoi cette chose est-elle faite ?» C'est le matériau dont elle est composée et qui lui demeure immanent, c'est-à-dire qui réside en elle. Par exemple, pour une statue, la cause matérielle pourrait être le bronze, le marbre ou le bois. Pour un meuble, ce serait le bois dont il est fait. C'est ce qui compose l'être, le principe d'individualisation. Car Pierre et Paul sont des hommes, mais Pierre n'est pas Paul, et cela tient en partie à leur matérialité distincte. La matière, en termes philosophiques, est donc l'élément indéterminé, l'élément potentiel, considéré comme le récepteur immanent et passif de la forme. Nous allons y venir. Comme le bois brut, qui demande à être travaillé et qui peut potentiellement devenir un être différent, une poutre, une chaise ou une statue, etc. La deuxième cause intrinsèque, c'est donc la cause formelle. Elle répond à la question qu'est-ce que c'est? Quelle est sa structure, son essence, sa définition? C'est ce qui détermine la matière, lui donne une consistance, un certain mode d'être et une spécificité. Ce n'est pas juste la silhouette extérieure d'une chose, c'est ce qui fait que ce qu'elle est ce qu'elle est. Pour notre statue, la cause formelle est le principe intelligible qui fait qu'elle est, par exemple, la représentation d'un disco-ball plutôt que d'un simple bloc de marbre. Pour un meuble en bois, la cause formelle serait son type de meuble et son style, par exemple une chaise style Louis XV, qui le distingue d'une planche ou d'une table rustique. La forme est le principe déterminant et spécificateur. Elle confère l'espèce. La causalité de la forme consiste dans le fait d'actualiser la potentialité de la matière, de la faire passer de l'indétermination à une réalité déterminée. Ces deux causes, matière et forme, sont inséparables dans les êtres composés. Une matière sans forme est indéterminée. Une forme sans matière n'existe pas concrètement. Elles se causent mutuellement, mais chacune selon sa manière de causer. La matière gêne la forme, la limite, la délimite et lui donne une consistance. Inversement, la forme n'est telle que si elle est informe une matière, et dès lors, elle la détermine et la spécifie. Elles sont dans une interrelation constante. Passons maintenant aux causes extrinsèques, celles qui agissent de l'extérieur pour produire ou expliquer l'être. La troisième cause, après la cause matérielle et la cause formelle, c'est la cause efficiente. Elle répond à la question par qui ou par quoi cela a-t-il été fait ou produit. C'est l'agent, le moteur, ce qui produit l'effet, ce qui donne une forme à la matière. Pour notre statue, la cause efficiente, c'est le sculpteur. C'est lui qui, par son action, a façonné le marbre. Pour le meuble, c'est l'ébéniste. Comme le dit Bossuet, c'est ce proprement qui agit pour qu'elle existe. Nous retrouverons ce texte dans L'éducation du dauphin au traité des causes. La quatrième cause est souvent considérée comme la plus importante, c'est la cause finale. Car la cause finale est en fait la première des causes. C'est celle qui entraîne la création de l'être, car tout est fait pour une finalité, dans un but, et sans l'idée de ce but à atteindre, rien ne serait entrepris. C'est pourquoi la cause finale est la cause première. La cause finale répond à la question en vue de quoi cela a-t-il été fait? Quel est son but, sa raison d'être, sa finalité? Toute chose, selon cette perspective, agit ou est fait en vue d'une fin. La statue a pu être faite pour la beauté, pour la commémoration ou pour la dévotion. Le meuble est fait pour s'asseoir, pour ranger, pour écrire,
La fin est ce que Bossuet nomme le dessein que se propose celui qui agit. Nous l'avons dit, la cause finale est la plus importante. C'est un principe fondamental, car la fin est première dans l'intention, mais dernière dans la réalisation. Nous trouvons cette définition dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin. On conçoit d'abord le but dans l'esprit, et c'est ce but qui guide toute l'action de la cause efficiente. La cause finale peut se manifester en plusieurs phases. D'abord l'intention dans l'esprit de l'agent, puis souvent un modèle ou un plan. C'est ce qu'on appelle la cause exemplaire, qui est une conception intellectuelle de la forme, donc inhérente à la cause finale dans l'intention et appliquée à la cause formelle. Et enfin, la réalisation concrète de la chose. Il est utile de distinguer la fin de l'œuvre, la finis operis en latin, qui est le but intrinsèque pour lequel la chose est faite, de la fin de l'opérant, la finis operantis, qui est l'intention subjective de celui qui agit, qui peut parfois différer. Mais c'est la fin de l'œuvre qui spécifie véritablement la chose. Nous trouvons dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin cette définition. Il y a une fin de l'acte lui-même qu'on appelle fin de l'œuvre et une autre fin qui est celle de l'agent, c'est-à-dire ce qu'il entend atteindre par l'acte. Allons plus loin, car il existe une interdépendance des causes. Ces quatre causes ne sont pas des compartiments étanches, elles sont profondément interdépendantes. Nous avons déjà abordé la réciprocité entre matière et forme. La matière est en puissance par rapport à la forme qui la spécifie. Par ailleurs, il faut ajouter que la forme est parfois limitée par la matière. Par exemple, une œuvre d'art sera limitée par la qualité du matériau utilisé dans la sculpture. Il y a aussi une réciprocité entre la cause efficiente et la cause finale. L'adage « tout agent agit pour une fin » l'illustre bien. Nous retrouvons cet adage dans la Somme théologique de Thomas d'Aquin. Omne agens agit propter finem. Tout agent agit pour une fin. La cause efficiente est en quelque sorte le bras séculier de la fin. Un ébéniste, la cause efficiente, qui n'a pas en tête la fabrication d'un meuble déterminé, la cause finale, ne se mettra pas à l'œuvre, ou alors le fera très mal. L'action de la cause efficiente n'existe complètement que par la finalité. Inversement, les meilleures intentions, qui sont la cause finale, resteront lettres mortes sans un agent, une cause efficiente, pour les réaliser. Une autre interrelation fondamentale peut être la règle la plus importante des lois métaphysiques des quatre causes, c'est celle entre la cause formelle et la cause finale. À chaque forme, sa fin, à chaque forme, sa finalité, et inversement. Tout être étant déterminé par sa forme, c'est dans la forme que se trouve la raison de la finalité. La structure d'un être est spécifiquement ordonnée à son but, et le but détermine la structure nécessaire. Reprenons l'exemple des sièges. Un tabouret, une chaise, un fauteuil. Leur finalité de confort diffère légèrement, et donc leur forme aussi. Le tabouret a une forme simple pour une assise basique. La chaise a une forme qui inclut un dossier, car sa fin est de permettre de s'asseoir et de s'adosser. Le fauteuil, quant à lui, a une forme encore plus élaborée, avec des accoudoirs, car sa fin est un confort accru. La forme de chacun est spécifiquement adaptée à sa finalité. Si vous visez une certaine fin, vous devez choisir la forme correspondante. Imaginons encore un voyage en train. Si la destination, cause finale, est Marseille, toute l'organisation du voyage, les horaires, le trajet, le type de train, qui sont la cause formelle, sera structurée pour atteindre Marseille. Vous ne pouvez pas prendre la structure du voyage Paris-Marseille pour arriver à Brest. La forme du voyage est spécifique à sa fin. Cela signifie que la forme est en quelque sorte programmée pour sa fin. Et si vous utilisez une certaine forme, vous tendrez inexorablement vers la fin qui lui est propre et qui lui correspond. Enfin, considérons l'interrelation entre la cause matérielle et la cause efficiente. Le sculpteur, la cause efficiente, est contraint par son matériau, la cause matérielle. La matière impose des contraintes par son propre état. On ne travaille pas le bois comme on travaille le marbre ou l'ivoire. Chaque matériau impose ses limites, ses qualités et ses défauts. L'agent doit s'adapter à la matière, sa puissance s'exprime en prenant compte de ce qu'elle est. Mais en même temps, c'est bien la cause efficiente qui domine la matière, la façonne, lui imprime une forme en vue de la fin. La matière ne peut résister à la cause efficiente que comme une matière, c'est-à-dire en imposant ses contraintes propres, mais pas en détournant fondamentalement l'intention de l'agent, si celui-ci est compétent et si la fin est réalisable avec cette matière. Nous le voyons, il ressort de cette interdépendance une hiérarchie des causes. La finalité, l'idée qui spécifie l'action, est la première de toutes les causes dans l'ordre de l'intention. C'est elle qui guide la cause efficiente. Vient ensuite la cause efficiente. Puis apparaît la forme, qui est imposée à la matière.
De plus, un principe général de causalité nous dit que tout effet est d'une certaine manière précontenu dans sa cause, et qu'une cause ne produit que ce qu'elle contient. Il faut une cause proportionnée à l'effet. Comprendre ces quatre causes et leur interrelation nous offre une grille d'analyse pour toute la réalité naturelle, car tout ce qui existe est de l'être, et les lois métaphysiques qui régissent la réalité de l'être en tant qu'être s'appliquent analogiquement à tous les êtres. Devant n'importe quelle réalité, nous pouvons nous demander de quoi est-elle faite, quelle est sa structure essentielle, qui ou quoi l'a produite, et surtout, quel est son but intrinsèque. En répondant à ces questions, nous nous approchons d'une connaissance plus profonde et plus certaine de ce qui est. C'est un outil qui permet de ne pas confondre les aspects d'une réalité, de voir comment ils s'articulent et de comprendre pourquoi les choses sont ce qu'elles sont et pourquoi elles agissent comme elles le font. C'est une base solide pour toute réflexion cherchant à appréhender le réel dans sa complexité et sa cohérence.